Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai déjà fait le montage de mon carnet de bord ce matin, donc je commence un nouveau carnet de bord ici. Hier j'ai donc terminé mon livre audio sur Nextory qui était le tome 8 des détectives du Yorkshire, et là en fait comme je suis venue à la villa, et bien j'ai pris ma voiture et j'ai commencé un nouveau livre audio toujours sur Nextory. J'ai commencé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais au pire je le ferai. Du coup de Jean-Baptiste Andrea sur Nextory. Alors j'ai baissé un petit peu le rythme d'écoute, je suis passée d'une vitesse 2 à une vitesse 1.7 parce que c'était un peu... Enfin, c'était plus propice à la lenteur que par exemple un Cozy Mystery où ça peut aller assez vite. Voilà, là je voulais vraiment ralentir un peu le rythme, et pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait deux lecteurs, donc en fait il y a une voix féminine et une voix masculine. Donc j'ai très hâte de vous en reparler. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir avancer davantage cette lecture audio. Aujourd'hui c'est sûr, mais après les jours à venir je sais pas trop. Voilà, sinon eh bien niveau lecture il me reste 50 pages. Donc vraiment je suis sur la fin de L'Oiseleuse de la Reine d'Isabelle Duquesnoy aux éditions Verso. J'aime toujours autant, mais j'avoue que hier j'ai triché un petit peu, j'ai sauté quelques passages qui parlaient d'oiseaux parce qu'il y a vraiment beaucoup de descriptions d'oiseaux et moi ça me met mal à l'aise puisque j'ai vraiment très peur. Donc je ne veux pas faire des cauchemars toutes les nuits d'oiseaux, donc j'avoue qu'il y a quelques passages que j'ai largement sauté sur les descriptions des nids, des becs et des trucs comme ça. Vraiment ça me dérange. Mais après au niveau de l'histoire par contre, eh bien, je suis très contente parce que on est un peu plus dans une ambiance versaillaise et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai fini, peut-être ce soir, voilà, ou plus tard. Je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est jeudi déjà. Je n'ai pas filmé de la semaine parce que j'ai eu une semaine très intense. Je vous ai laissé je pense vendredi dernier quand j'ai fait le montage ou juste avant de partir. Mais du coup j'ai été en enterrement de vie de jeune fille tout le week-end. Et ensuite j'étais à Paris pour le travail et j'ai vraiment enchaîné. Donc je n'ai absolument pas filmé, mais par contre j'ai un petit peu lu et j'ai reçu plein de trucs dans ma boîte aux lettres. Donc je vais faire un mini carnet de bord pour ce numéro 200 je crois. Et puis bah voilà, ça sera ce que je peux faire le mieux. Alors c'est vrai que pour une fois je suis partie en train à Paris et du coup c'est vrai que le train c'est plus long, du coup j'ai un peu plus de temps de lecture, mais bon je perds quand même beaucoup plus de temps en train qu'en avion. D'ordre général, donc ce qui m'a permis à l'aller de lire un livre quasiment d'une traite puisque du coup j'avais pris avec moi Alma de Catherine Bardon, une jeunesse viennoise. Donc c'est un préquel de la saga des Déracinés, c'est-à-dire que c'est un livre qui se passe avant la saga mais qui a été écrit après. Donc ici on va suivre le personnage d'Alma. C'est pas du tout spoilant pour la saga. Si vous n'avez pas lu les Déracinés mais que vous voulez lire Alma, il n'y a aucun problème, vraiment c'est un livre à part, une histoire à part. Ça va simplement vous donner très envie de suivre cette femme qui est passionnante et vraiment moi j'adore Alma. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc dans cette histoire on va suivre en fait la vie depuis la naissance jusqu'à la rencontre de Willem qui est ce qui deviendra son mari dans le tome 1 des Déracinés, donc dès les premières pages, donc je vais pas vous spoiler grand chose, mais en fait ainsi on va surtout suivre une fresque historique à travers une fresque familiale, puisque dès la naissance d'Alma, elle a un destin un petit peu particulier, et puis on va suivre en fait sa famille, on va suivre sa vie, son enfance, les personnes qu'elle va rencontrer, les personnes qui vont l'entourer, etc. Mais surtout on va avoir l'espèce de peinture de fond de l'histoire avec un grand H, avec notamment les années difficiles de guerre, de Première Guerre mondiale, là où il y avait beaucoup de disettes, les difficultés financières, les difficultés de trouver des ressources, tout ça dans une ambiance un petit peu ouatée, puisque le père d'Alma va devoir partir, non pas sur le front, enfin oui, plus ou moins sur le front, mais du moins dans les arrières du front, puisqu'il est chirurgien.
Et sa mère est un petit peu dépressive, donc c'est vrai que elle a une enfance un petit peu solitaire, mais très épanouie et très artistique. C'est une enfant passionnante et vraiment j'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc encore une fois, il est encore plus attachant de lire Alma quand vous avez lu Les Déracinés, mais vous pouvez faire dans le désordre et commencer Alma et ensuite lire Les Déracinés. C'est une super saga. Celui-ci, il est tout petit, il fait 180 pages. Vraiment, ça se dévore. Il y a des références aussi culturelles avec des tableaux, etc. Donc, merci beaucoup à Catherine Bardon pour ce livre. Je l'ai vraiment adoré et j'aime vraiment beaucoup cette saga et sa plume. Donc, ça vient en fait faire pour moi un trait d'union entre la saga historique des Déracinés et en même temps les portraits de femmes que Catherine Bardon a écrit par la suite sur le portrait notamment de Sonia Pierre. Et la fille de l'ogre qui est Fleur des Héros, la fille de Trujillo. C'est deux portraits de femmes que j'avais aussi adorés et je trouve que ici, bah, en fait, c'est le trait d'union entre ces portraits de femmes et la saga historique avec Alma. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. Vraiment, vraiment. Donc je suis très contente d'avoir pu croiser Catherine Bardon en plus au Festival du Livre de Montsartou parce que mardi soir, j'avais une soirée online pour une petite rencontre en vidéo avec elle, sauf que mardi soir finalement nous avons fêté nos 1 an de mariage avec mon mari, 1 mois de retard parce que le 15 septembre on ne pouvait pas être ensemble et du coup on a fêté ça le 15 octobre, donc du coup ça tombait pile poil et c'était un peu une surprise. Donc voilà, l'organisation désorganisée, mais c'est pas grave, peut-être que j'irai la voir à Toulon, je sais pas trop encore quand, mais ou à Brive, je sais pas. Voilà, voilà. Alors du coup, j'ai terminé ça et en fait, j'ai commencé un nouveau livre, mais je l'ai pas lu de la semaine, je l'ai vraiment lu que aujourd'hui. J'ai pris Miss Austen dans la bibliothèque de Jill Hornby, qui est publiée chez les éditions Hauteville. Je crois que c'était une des filles du gang qui me l'a offert. Je crois que c'est Angie, Madame Chacheli, qui me l'avait offert. Mais j'ai un gros doute. Du coup là je suis page 120. J'ai choisi ce livre parce que comme on est en octobre et que j'ai un petit peu loupé le Victober, donc que j'essaye de faire chaque année. Le Victober c'est quoi? C'est un challenge littéraire où je lis des livres victoriens en octobre. Donc le Victober, c'est un vrai challenge qui est tenu par 3 super nanas britanniques qui font plein de vidéos YouTube sur le sujet. Alors c'est en anglais, mais je vous invite vraiment à aller voir. Vous mettez dans YouTube Challenge Victober et vous allez avoir les profils des filles. Je crois qu'elles s'appellent Lucie, Kelly et un autre truc. Et une troisième, elles sont 3 super filles. Et j'avoue que je ne suis pas du tout le challenge à la lettre. J'essaye juste de lire un livre victorien en octobre. C'est un peu mon excuse parce que j'aime beaucoup la littérature victorienne. En l'occurrence, ceci n'est pas un livre victorien, mais ça se passe à l'ère victorienne puisque on va suivre Cassandra, la sœur de Jane Austen. Qui, au décès de sa sœur, et qui, une fois que Cassandra est assez âgée, elle va revenir dans le presbytère, non pas de sa famille, mais de la famille de parents, parce qu'elle va y chercher, elle vient pour une mission et elle va fouiner dans cette maison parce qu'elle veut retrouver les lettres que sa sœur Jane Austen aurait écrites à Elisa, l'une des anciennes habitantes de ce presbytère. Sauf que voilà, Cassandra est une personne âgée et qu'il y a plein de convenances et qu'il y a plein de choses puisqu'on reste quand même au tout début du 19e siècle. Donc voilà, c'est un peu angoissé entre des échanges épistolaires, des flashbacks du passé avec la famille Austen et en même temps un présent un petit peu rigolo parce que Cassandra me fait un peu penser à Miss Marple avec plein de principes et en même temps plein de non-principes qu'elle met aussi sur la table juste pour enquiquiner les autres. Donc c'est plutôt rafraîchissant pour l'instant. J'ai malheureusement trouvé 2 coquilles d'orthographe ou de fautes de frappe dans ce livre, donc j'étais un petit peu déçue. Malheureusement c'est pas la première fois chez Hauteville que je trouve des coquilles et là du coup voilà, c'était vraiment des coquilles bêtes. Mais bon, ça n'empêche pas le plaisir de la lecture. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture ici avec une rose de jardin très belle. Voilà, donc c'est un petit livre de poche. Il n'est pas très long, mais quand même c'est assez dense. Il fait 377 pages et je suis à la page 120. Donc voilà, donc je pense qu'il va me faire le week-end puisque là on est jeudi soir, enfin jeudi fin de journée. Et voilà, je pense que je lirai tout ce week-end. Oui, Nelson? T'es content de me revoir?
il s'en fiche. Je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que j'aille chercher mon mari à l'aéroport, mais je reviendrai vous faire un grand unboxing parce que j'ai 1, 2, 3, 4 paquets à ouvrir que j'avais dans ma boîte aux lettres. Donc je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est samedi et on est en fin de journée, enfin même le soir, et je viens vous faire un petit unboxing de tout ce que j'ai reçu pendant mon absence la semaine dernière. Du coup, toujours dans ma lecture, je vous ai pas dit, mais de Miss Austen, j'ai pas beaucoup plus avancé. Du coup, je suis page 143, mais je compte bien avancer ce soir et peut-être demain. Donc, je vous ai pas précisé, mais dans cette histoire, en fait, on va suivre Cassandra, qui est la sœur de Jane Austen, et elle est âgée, en fait, elle est en fin de vie. Jane Austen, malheureusement, est déjà décédée. Et elle va retourner dans le presbytère d'une famille, la famille avec qui ils ont eu des relations pendant toute leur enfance, toute leur jeunesse. Et elle va en fait y aller dans un but bien précis, celui de retrouver des lettres que Jane Austen aurait envoyées à Eliza, la maîtresse de maison, à un moment donné de sa vie. Et elle cherche quelque chose, on ne sait pas quoi. Moi je ne sais même pas encore quoi au niveau de ma lecture. Mais c'est vrai qu'en fait, on va avoir ici beaucoup de flashbacks, puisque à chaque fois qu'elle va trouver quelque chose ou lire quelque chose, ça va la ramener dans le passé et on va avoir un passage du passé qui correspond à cette information-là. Donc du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est ce ping-pong entre les deux périodes, la période où Jane est vivante et la période un peu plus, on va dire, récente, quand bien même on reste au 19e siècle, où Cassandra est dans ce presbytère et elle cherche ses lettres. Du coup ça c'est plutôt intéressant, et il y a aussi tout un côté un peu épistolaire puisque finalement à un moment donné on va bien tomber dessus sur ces lettres, et du coup voilà, donc on a une triple narration avec plusieurs personnages principaux et c'est assez bien fait. Franchement pour l'instant j'aime bien, je trouve que c'est assez doux, c'est assez aéré aussi au niveau des dialogues, on alterne bien entre description et dialogue, c'est pas trop lourd au niveau historique. Et si jamais vous n'avez jamais lu de Jane Austen, ce n'est pas spoilant, en tout cas là où j'en suis. Je sais qu'elle a lu des passages de persuasion, mais encore une fois c'est pas du tout spoilant, elle va juste mentionner quelques personnages ou quelques lieux, mais voilà, vraiment il n'y a pas du tout de révélation sur les grands classiques de Jane Austen dans cette histoire. Alors, je viens d'enlever mon pull parce que j'ai un peu chaud et en fait je me suis rendu compte que j'avais mon t-shirt Jane Austen. Donc du coup, voilà, je suis complètement dans l'ambiance de ma lecture. Alors, j'ai reçu 4 paquets qui me viennent, je pense, de 4 maisons d'édition différentes. J'en ai un qui vient de Collection Poche et merci beaucoup parce que je sais pas qui a fait le paquet mais il y a plein de petits cœurs dessus. Donc merci à l'équipe de Collection Poche. Je me souviens plus, je sais qu'on avait discuté, elle m'avait proposé plusieurs lectures, mais... Oula. Ah bah oui. Alors du coup, c'est le dernier Titiou Lecoq, du coup, grosse pensée à Flowen Books, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir Titiou Lecoq, avec son roman Les Grandes Oubliées de l'Histoire, ou un truc comme ça, que j'avais lu en partie et beaucoup aimé. Et du coup, celui-ci était très intéressant. En tout cas, moi, ça me branchait bien. Ça s'appelle Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Du coup, de Titiou Lecoq. Donc du coup, c'est une nouvelle édition augmentée. Donc je pense que c'est pas récent et que ça a été réédité. Ah non, c'est sorti en iconoclaste en 2022, donc c'est assez récent. Peut-être que Flo l'a déjà. Les hommes sont plus riches que les femmes. Dès l'enfance, les garçons reçoivent davantage d'argent de poche que les filles. Adultes, à poste égal, les femmes sont moins bien payées que leurs collègues masculins. Le couple accentue ces inégalités au cours de la vie à deux. L'écart de richesse ne cesse de se creuser. Comment l'expliquer? Et s'il existait des solutions concrètes pour tout changer? Avec un talent rare pour la pédagogie et un ton irrésistible qu'on lui connaît, Titiou Lecoq s'attaque à l'un des grands tabous du couple, l'argent. Pédagogique et mordant, un livre édifiant sur un sujet encore tabou, clairement. Encore tabou. Mais en tout cas, j'aime beaucoup de toute façon les partis pris de Titiou Lecoq et la façon un peu légère dont elle aborde les sujets un peu assez importants finalement. Donc je vous dirai ça. En tout cas, merci beaucoup Collection Poche pour l'envoi de ce livre. Je pense pas que ça soit dédicacé, non. Et par contre, dans le colis, il y a des petites cartes. Il y a vraiment de petites cartes, comme un jeu de cartes, avec écrit poche derrière, comme le logo de la maison édition, des couleurs. Alors il y a des questions en fait derrière. Tu préfères avoir un compte commun ou gérer les dépenses du couple chacun de son côté?
Parce qu'en fait, je pense que c'est des questions à poser quand tu vas dans un club lecture, quoi. Qui s'occupe de mettre de l'argent de côté, qui gère le budget des vacances, qui pense aux cadeaux d'anniversaire pour les amis, qui dépense le plus, qui est le plus inquiet au sujet de l'argent. Au Moyen-Âge, qui était surnommé le ministre des Finances de la famille dans les foyers? Quelle est la différence de revenus dans un couple hétérosexuel en moyenne en France? Oh, j'avoue que j'ai pas. En quelle année les femmes mariées ont-elles eu le droit de toucher leur salaire? Ah, c'est assez rigolo. Donc, je pense que c'est aussi des questions qui sont posées dans le livre que Titu Lecoq aborde pour donner sa version des faits. Ah bah oui, il y a écrit des fois. Et la réponse, page 74. La réponse, page 178. Ok. Donc du coup, parfois, il y a la réponse. Surtout sur les questions culturelles. Sur les autres, non. Pas toutes. En tout cas, voilà. Donc, super fun. Merci pour le petit goodies collection poche. J'avoue que c'est assez drôle. Donc voilà. Alors après, c'est un essai. Hein. Ce n'est pas un roman. Titu Lecoq, vous le savez, c'est une autrice d'essai. Donc, elle a plutôt des partis pris. Et derrière, à la fin, on a un épilogue où notre héroïne fait les comptes. Et là, derrière, il y a une espèce de petit dossier avec un liseré. Intéressant. Les chapitres où les femmes mariées finissent par toucher leur salaire et obtenir leur liberté économique. Bref, donc intéressant. J'espère que c'est pas trop engagé non plus, ni colérique au niveau du ton, mais je pense pas, parce que du coup, Titu Lecoq, pour l'avoir déjà lu, il y a plutôt un peu d'humour et de légèreté, donc à suivre. Merci beaucoup pour cet envoi. Ensuite, j'ai reçu un colis très joli, papier rouge glacé. Je ne sais pas de qui c'est, je ne reconnais pas l'écriture, il n'y a pas d'expéditeur, mais c'est un livre. Pour sûr. Ah oui, ok. Trop bien. Bon bah du coup, je sais, c'est le dernier Ragnar Jonasson. La mort en blanc. Oh, trop bien. Bon du coup, Ragnar Jonasson, je vous le présente plus. C'est un auteur islandais qui est, je pense, le plus lu en Islande et qui avait dernièrement sorti un roman avec la première ministre islandaise. Donc un roman écrit à 4 mains. Et bien sûr, il écrit toujours des polars un peu deep, très froids, très glaçants dans la neige et tout ça. Donc merci beaucoup à la Martinière pour celui-ci. J'aime beaucoup la couve parce que c'est un manuel. Donc, un grand écrivain, Harlan Coben. J'aime beaucoup aussi Harlan Coben. Alors, je vous lis le résumé. Un ancien sanatorium. Donc déjà, ça annonce l'ambiance. Un meurtre inexpliqué, 4 suspects et une affaire jamais classée. Bon, ça me fait penser à... j'avais lu, qu'est-ce que j'avais lu Le Cri de Nicolas Beuglet, se passe dans un sanatorium. Il y a aussi un Glacé de Bernard Minier qui se passe dans un sanatorium. Bon bref, en tout cas le lieu est toujours assez froid et glauque pour y poser un meurtre. 1983, un ancien sanatorium à Akureyri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame. Une infirmière est retrouvée assassinée, les 2 doigts d'une main sectionnés. 4 jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012. 3 décennies ont passé, le mystère reste entier. Helgi, une jeune criminologue de Reykjavik, se penche sur ses affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir les vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités. Helgi, je crois pas que ce soit un personnage que j'ai déjà vu, donc je pense pas que ce soit une saga. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas tout lu bien sûr de Ragnar Jonasson. Oui, Nelson. Voilà, le livre coécrit avec la première ministre, c'est Reykjavik de Catherine Jacobsdóttir. Je ne vais pas bien le prononcer. Et je ne l'avais pas encore lu. Il doit être quelque part dans la bibliothèque Reykjavik. Ça me parle. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Ragnar Jonasson et La Martinière. Je le rajoute dans ma palle. Mais ça, j'ai trop... En plus, c'est bien l'ambiance un peu hivernale, un peu froide. Donc, trop bien. Merci beaucoup. J'ai fait un petit marque-page de La Martinière là-dedans. Ça, c'est parfait. Voilà. Ensuite, attendez, je prends un petit peu de ma tisane. Il y a trop de trucs sur ma table. Les éditions Pocket.
très éclectique cet arrivage. Hein? Bernard Minier. Les chats. 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Ah, inédit. Bah oui, j'allais dire, j'ai jamais vu sortir ce livre. Excellent. Alors là, ça c'est vraiment très halloweenesque. Oh, puis la couve, elle est trop stylée. Avec une surbrillance comme ça en relief et un effet miroitant. Il est trop beau. Bernard Minier, les chats. 14 histoires. Ah, c'est donc des nouvelles, je suppose. Alors attendez, je ne connais pas. Il paraît le 10 octobre. Donc ça y est, il est paru. J'ai un grand service presse là. Alors, un recueil de 14 nouvelles inédites, voilà, envoûtantes, effrayantes, captivantes. Dans ce recueil, Bernard Minier convoque le polar, le thriller, mais aussi le fantastique, l'horrifique, le gothique et la science-fiction. Il a mis tout le monde, quoi. L'auteur laisse ici libre cours à son imagination pour explorer le passé et le présent, les pages sombres de l'histoire, le nazisme, la dictature argentine, la Première Guerre mondiale et les travers criants de notre époque, les dérives de la société et du spectacle, le changement climatique, les conséquences tragiques du fake news, etc. Quel rapport avec les chats? J'ai pas compris. Alors attendez. Deux jeunes couples accros au tourisme macabre, des enfants face à la cruauté de leur famille d'accueil, un présentateur télé prêt à tout pour faire exploser l'audience, des animaux subitement délivrés des hommes. C'est écrit tout petit sur du noir, c'est dur. Un prêtre trop beau pour être honnête, des chats animés d'étranges intentions, un aviateur de la Première Guerre mondiale confronté à une entité primitive et perverse. 15 nouvelles. Pourquoi il y a écrit 14 histoires? Ah non, les chats et 14 histoires. Ok, donc en tout 15 nouvelles, inoubliables, aussi glaçantes qu'envoûtantes, qui nous parlent d'amour et de folie, de mort et de vengeance, de cupidité et de jalousie, de mensonges et de ténèbres. Le maître du thriller déploie ici toutes les facettes de son talent entre polar, récit historique, anticipation et fantastique. Ah ok, d'accord, les chats n'est pas le sujet, les chats est un titre d'une nouvelle. Donc il y a les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles. Génial. Je connaissais pas du tout, mais alors là c'est top pour Halloween. Ah, c'est dédicacé, merci Bernard Minier. Trop sympa. En plus c'est trop sympa. À Estelle Manceau, histoire qu'on sache bien que c'est moi. Peut-être le livre dont je suis le plus fière, parce que j'y suis tout entier, ou presque. Pas seulement l'auteur de polar. Amicalement Bernard Minier. Bah ouais, du coup, bah oui, puisque du coup, s'il a écrit du polar, du thriller, de l'horrifique, du fantastique. Ah, trop bien! Donc ça peut être super sympa pour une soirée halloweenesque. Je ne sais pas ce que je fais le 31 octobre, mais comme je n'aime pas Halloween, eh ben, il y a de grandes chances que je lise ça. En tout cas, merci beaucoup à Pocket, Emmanuel, Bernard Minier et toute l'équipe. Je sais que vous n'êtes pas indifférente à tout ça, donc merci beaucoup. Et puis alors, on avait un petite présentation, un petit service de presse dedans. 3 questions à Bernard Minier. Votre recueil de nouvelles, les chats et 14 histoires mystérieuses, blablabla. Pourquoi cette envie? J'écris des nouvelles depuis très longtemps. Certains des récits publiés ici par tous, loin de là, sont antérieurs à Glacé, mon premier roman, que j'avais adoré d'ailleurs. Je suis depuis toujours un lecteur et un amateur de nouvelles. Mes propres textes sont courts. C'était accumulé, l'air de rien, dans mes tiroirs au fil des ans. C'est devenu un besoin, mais aussi une nécessité vitale de m'évader vers d'autres horizons entre 2 romans. Parce que, de mémoire, Bernard Minier écrit en fait donc 2 sagas. Sa saga avec Servaz, qui est donc Glacé, Nuit, Sœur, machin chouette. Et la saga avec... comment elle s'appelle? Lucia. Oh, ma tête. Avec Lucia Guerrero, qui est donc la jeune femme qui enquête. Donc le tome 1 c'était Lucia, le tome 2 c'était Les Effacés. Donc ça je suis à jour dans cette saga là. Pour la saga de Servaz, je n'ai malheureusement lu que le premier tome. Mais je crois que j'ai le tome 2 dans ma palle qu'on avait acheté avec Flo. Bon, je vais pas vous lire toute l'interview, mais je vais la lire de mon côté. En tout cas, c'est super de pouvoir avoir un peu des fois des infos qui sont hors du cadre depuis l'auteur. Merci encore une fois à Pocket et Bernard Minier. Et enfin, un grand colis, donc le dernier, mais pas les moindres. Je pense que c'est une BD, ce que je l'appelle.
Voilà, ça a l'air très noëlesque. Oh, trop mignon. Elle est trop mignonne. Donc c'est le nouveau roman illustré jeunesse de Alia Cardin. Alia Cardin qui m'envoie à chaque fois ses parutions, même pour les jeunesses. Et je trouve ça adorable. Tu es un cadeau. Alors donc c'est écrit par Alia Cardin et c'est illustré par Delphine Balme. Et c'est paru chez les petits Jouvences. J'aime beaucoup l'illustration. Lorsque Clochette s'allonge sur le tapis du salon pour écrire au Père Noël, elle songe à tous les jouets qu'elle pourrait demander. Mais cette année, elle choisit autre chose, le cadeau le plus incroyable du monde. Quelques jours plus tard, une personne mystérieuse sonne à la porte de sa maison. Une histoire sur les cadeaux d'une vie. C'est trop mignon. Ah là, la colorimétrie est trop belle. Ça fait un peu aquarelle. Superbe. Alors, ça paraît quand? C'est parfait pour Noël, ça. On va l'offrir à votre nièce, votre filleule, comme moi. Ce n'est pas marqué. Par contre, c'est marqué que c'est pour les lecteurs de 4 à 7 ans. Je vais vous montrer quelques planches. Ah, c'est trop mignon. Ah oui, ça fait vraiment aquarelle. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très douces. Ce matin, mon papa a encore mis son pull à l'envers. On m'a dit non que son papa... Oh, c'est trop joli. Ça fait très romance de Noël strasbourgeoise. Trop mignon. Bon, bah, je vais pas tout vous lire, mais oh là là, j'adore cette planche. Je vous invite à découvrir ça. Je vais le lire de mon côté tout en douceur. En tout cas, c'est très joli. Et je suis persuadée que la plume d'Alia se marie très bien pour ce type de roman tout doux. Elle a un don pour ça. Je crois que son dernier est là. Je l'avais ici. Je pense que vous le voyez ici. Le dernier que j'avais reçu, c'est Simone et la vie extraordinaire, que j'avais trouvé trop chou, trop mignon, vraiment. C'est la même illustratrice, ouais, j'allais dire, ça se ressemble. C'est la même illustratrice, par contre, c'est pas la même maison d'édition. Donc, je rappelle que c'est Delphine Balme. Mais vraiment, cette illustration est trop belle. Donc, je pense que les deux autrices s'entendent très bien pour écrire différents sujets. Hop. Merci beaucoup Alia Cardin, merci beaucoup à Delphine Balme et aux éditions des Petits Jouvences que je ne connaissais pas. Je vais vous laisser ici pour le moment et je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai mis mon t-shirt Orgueil et Préjugés de chez Muse. Il fait très beau et très bon aujourd'hui. J'ai eu une journée, enfin il est que 14 h mais j'ai commencé, je me suis levée à 4 h du matin. Je vous dis pas, je fais beaucoup de route aujourd'hui, mais là je suis chez moi, je vais juste nourrir Coco, le chat des voisins, et je prends 5 minutes pour vous donner un peu des nouvelles de mes lectures, puisque du coup j'ai beaucoup avancé finalement mon livre audio, puisque toutes ces heures de voiture n'auront pas servi à rien. J'ai dépassé la moitié, donc je suis toujours sur Nextory en écoute de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt, et j'adore cette histoire. Vraiment, j'ai envie de vous en parler un peu mieux quand je serai posée, parce que vraiment c'est une super histoire, j'aime beaucoup ces personnages. Alors je comprends les gens qui disaient que c'était un peu lent et un peu long à se mettre en place. Effectivement, il y a une partie un peu longue, mais vraiment c'est des personnages coup de cœur, vraiment personnages coup de cœur. Donc je vais vous en reparler, je donne juste à manger au chat et je vous en parle juste après. Coco, je t'ai mis les croquettes là, viens manger. Voilà, il faut manger, on jouera après. Viens, Coco là, ici. Mais oui, non, tu veux des câlins. Tu veux des câlins. Allez, il faut que je retourne travailler moi, Coco. Viens, mange tes croquettes là. Voilà. Hop. Coco, viens. Sors. Merci.
Je reste 5 minutes un peu avec le chat parce que ça fait 4 jours qu'il est tout seul, donc je pense qu'il est un peu en manque d'humain et de présence, donc ça me permet de vous parler un peu. Du coup, dans Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, on va être au début, enfin je crois qu'on est en 1940, un truc comme ça. On est en Italie, à Pietra d'Alba, et c'est un petit village, je sais pas où, mais on va suivre Mimo, qui s'appelle Michelangelo, et qui est un jeune garçon au tout début du roman. Il quitte la France. Alors c'est un Italien immigré qui habitait en France avec sa mère et qui revient en Italie, sauf que sa mère reste, elle reste en France, et Mimo, lui, il va venir en Italie avec son oncle. Son père est décédé, c'est un ancien tailleur de pierre, et son oncle aussi, donc il est tout à fait destiné à être apprenti tailleur de pierre, et il va se retrouver donc chez son oncle Angelo, qui est vraiment pas sympa, qui boit beaucoup et qui le traite un peu comme de la crotte. D'autant que Mimo a une particularité, c'est que il est nain, donc je n'ai pas le nom de comment ça s'appelle, les gens de petite taille, mais en fait forcément ça fait une singularité et une particularité, et à la fois il a une revanche contre la vie, et en même temps il se sert de ça pour devenir spécial, d'autant qu'il est complètement doué de talent de sculpteur. Et il va faire des rencontres, sa vie d'apprenti va beaucoup changer au gré des rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, etc. Et en fait, on a une espèce de double temporalité avec un deuxième dialogue où c'est une jeune femme qui parle, enfin du moins à l'audio c'est une femme qui fait la lecture. Donc je ne sais pas trop dans le livre comment ça se passe, j'avoue que j'ai pas encore regardé même où je me situais. Mais en fait cette femme raconte au présent, donc un peu plus tard, dans les années 2000 je pense, un monsieur qui est en train de mourir, qui est sur son lit de mort. Il serait parmi les moines et il détiendrait un grand secret. Et ce monsieur, on comprend très rapidement que c'est Mimo qui va mourir et qui garde un grand secret. Voilà. Et en fait, on va avoir ces espèces de flashbacks. Alors c'est principalement des parties dans le passé. Avec Mimo, son adolescence, sa jeunesse, ses rencontres, son évolution professionnelle. Désolée pour les avions, etc. Et aussi ses amours et tout ce qui va entourer Mimo dans le passé. Et puis ces petits flashs dans le présent avec ces derniers jours, ces derniers instants de vie. Il y a un personnage féminin aussi qui rentre en compte, qui s'appelle Viola, qui est extrêmement attachante, très très vite. J'aime beaucoup Viola. Je suis désolée, le bruit doit être horrible. J'espère que c'est un peu mieux. Ouais, du coup, bah voilà, en fait, on a Viola, Mimo et d'autres personnages qui sont super attachants, que j'aime vraiment beaucoup. À l'audio, ça passe très très bien. Alors, je l'écoute quand même relativement lentement pour ce que j'ai l'habitude d'écouter, c'est-à-dire que je suis en 1.7 de mémoire, 1.6 ou 1.7. Très beau rosier. Donc voilà, donc c'est... Ah mince, il y a Nelson. Voilà, ça sent la bagarre des chats. Nelson, file de là. C'est parti en bagarre de chat, donc... Voilà, mais maintenant Nelson se cache et Coco est coincé dans un arbre. Donc je vais les laisser gérer leur histoire de chat parce que j'ai pas que ça à faire. Bref, vous inquiétez pas, hein, ils ont l'habitude, c'est tous les jours comme ça. C'est pas chien et chat, c'est chat et chat. Donc voilà, c'est un petit peu lent à ce niveau-là, mais vraiment c'est super agréable. Les personnages sont très attachants, il y a quand même du dialogue et de la matière. Et il y a toute une partie un peu historique aussi sur la situation politique de l'Italie à ce moment-là, donc avec Mussolini et tout ça. C'est assez intéressant d'avoir ce paysage. Je m'attendais pas du tout à ce que Jean-Baptiste Andrea parle d'un roman en fait au passé. Mais bon, c'est hyper bien fait et il a une superbe plume. J'avoue que c'est à la fois très tangible parce qu'il y a du dialogue très cru, très réel, et en même temps il y a des espèces d'envolées lyriques sur la religion, sur l'art qui sont vraiment très belles. Donc vraiment une plume très intéressante. Et je sais pas ce que ça donne à la lecture papier, mais vraiment à l'audio ça passe super bien. Le lecteur est vraiment top. Donc voilà, j'écoute ça. Et sinon en papier, eh bien j'ai terminé Miss Austen et j'ai commencé un nouveau roman, c'est à Cozy Mystery. Du coup j'ai commencé le tome 2 de Scotch Whisky et Chardon de Fiona Scully-Peters, qui est publié chez Cottage Home, et c'est tout doudou, ça fait du bien vraiment, c'est exactement ce que j'avais besoin et envie. Donc voilà, mais je vous en reparlerai plus tard. Maintenant il faut que je retourne travailler. Bye.
Hello, aujourd'hui on est jeudi, je suis en plein montage de mon carnet de bord juste avant de partir à un rendez-vous. J'ai une soirée business ce soir et là j'attends ma maman parce qu'elle va m'accompagner ce soir. Mais en attendant je suis en train de finir le montage de mon carnet de bord et du coup je voulais conclure mais surtout vous donner un petit peu la perspective de ce que je suis en train de lire. Donc pour rappel j'ai terminé Miss Austen de Jill Hornby que j'ai terminé je crois dimanche ou lundi. Je vous ai déjà fait un récap sur l'histoire de Cassandra, des lettres, etc. Donc le bémol, c'est les quelques coquilles, mais c'est tout, vraiment, c'est un tout petit bémol. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une espèce de triple narration entre le présent avec Cassandra qui est un peu âgée et qui va faire sa petite enquête dans le presbytère. Il y a les parties au passé qui nous plongent vraiment avec Jane Austen, sans spoil. Et il y a aussi eh bien, toutes les lettres échangées. Il n'y a pas que des lettres écrites par Jane Austen, il y a aussi par d'autres personnages de la famille ou de l'entourage. Il y a des choses qui sont purement inventées, donc j'ai lu dans les remerciements, les notes de l'auteur, il y a des choses qui sont purement inventées, mais il y a beaucoup de choses réelles. Donc les lettres, je crois qu'elles sont inventées, mais les choses réelles, ce sont vraiment les noms des personnages de la famille de Jane Austen, les personnes qu'elle a réellement rencontrées, les lieux notamment. Donc il y a des très jolies références, ça se lit tout seul, c'est vraiment cosy, c'est une lecture facile et toute mignonne. Et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs la couverture, je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette rose. Et ce qui est drôle, c'est que mon mari m'a dit « Oh, c'est rigolo parce que ton livre s'appelle Austen comme la rose. » Et c'est vrai parce qu'on a une variété de rose qui s'appelle la David Austen. C'est la plus belle rose sur le marché. C'est une rose très odorante, une rose de jardin. Très odorante qui est très recherchée pour les mariages, notamment les gros mariages américains. Et c'était drôle parce que j'ai dit effectivement, j'avais pas fait le rapprochement au début. Et c'est bien une David Austen pour un livre qui s'appelle Miss Austen. Donc je trouve ça très fun. Je n'ai pas le lien entre les deux, entre David Austen, je ne sais pas, et Miss Austen ou Jane Austen. Je ne sais pas du tout qui est David Austen. Je pense que c'est plutôt le créateur de la marque de la rose, mais qui n'a pas de lien avec la famille Austen. Bref, je m'égare. En tout cas, c'était une très bonne lecture. C'est pas non plus un coup de cœur parce que j'ai pas été transcendée, mais c'était fort agréable, notamment en clin d'œil pour le Victober Challenge que je n'ai pas fait cette année réellement. Je n'ai pas lu de livre victorien, mais voilà, j'ai fait un petit clin d'œil, c'est déjà pas mal. Sinon, du coup, je vous ai dit que j'avais commencé scotch, whisky et chardon. C'est pas du tout ça, il n'y a pas de scotch, c'est whisky, scone et chardon. J'ai tout mélangé, j'ai mis beaucoup d'alcool dans le titre, c'est pas ça. Donc c'est le Cozy Mystery de Fiona Scotty Peters qui se passe en Écosse. C'est auto-publié chez Cottage Home puisque c'est l'autrice qui a fondé sa propre maison d'édition Cottage Home et qui s'auto-publie dans sa maison d'édition. Je trouve ça assez fort. Et voilà, donc j'en suis en plein milieu. C'est le tome 2 qui s'appelle Une crémaillère bien pendue, puisque dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alba, une jeune parisienne à qui les malheurs s'acharnent un petit peu sur son sort. Elle plaque tout et elle postule pour une annonce pour être guide dans un château en Écosse. Elle plaque tout à Paris puisque son mec ça va pas, il la trompe, son job elle le perd, ses parents se barrent en vacances, enfin elle est un peu toute seule et un peu au fond du trou. Donc elle décide d'accepter ce job en Écosse, de postuler un peu sur un coup de tête et elle part. Bien sûr, elle va faire la rencontre des habitants de Bulbury Lane et bien sûr le châtelain, et il va se passer plein de choses dont un mystère, donc un meurtre dans le tome 1 résolu par Alba et d'autres personnages, notamment des vieilles dames super fun. Et donc dans ce tome 2 il se passe encore plus de choses dans le château puisque là le cadavre va être retrouvé dans le château et il va être pendu lors d'une crémaillère. Sympathique ambiance, voilà. Mais en tout cas c'est super fun, c'est léger. Je vais pas être trop dure, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière par Fiona, etc. Néanmoins j'ai vu déjà des coquilles à plusieurs reprises, donc vous inquiétez pas, je ne suis pas à la recherche des coquilles dans les maisons d'édition, mais quand il y a des fois il y a des fautes de frappe, il y a des fautes de prénom où c'est écrit d'une certaine façon et une page après c'est écrit d'une autre façon. Donc je pense que c'est simplement, voilà, ça arrive, c'est les débuts d'une maison d'édition aussi. Et donc je ne suis absolument pas difficile comme chez Hauteville où je suis un petit peu plus difficile. C'est ma lecture en cours, c'est tout doux. Je pense que je vais terminer ça, pas ce soir parce que j'ai une soirée business, mais peut-être demain.
Voilà, donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord, mais c'est tout mignon, c'est tout cosy. Et puis comme il commence à faire froid et que je commence à être en mode romance de Noël, c'est parfait. Ah oui, et puis hier soir, du coup j'étais en train de créer un emailing, donc j'étais un peu en train de travailler, et j'ai regardé un film de Noël, donc en même temps parce qu'il était 21h, j'ai regardé un film de Noël, c'était Un château pour Noël. Alors je l'avais déjà vu je crois à sa sortie, parce que c'est pas la première fois que je voyais ce film, mais je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Et du coup ça se passe en Écosse, et c'est une femme une autrice de renom, qui rachète un château en Écosse, et parce qu'elle est persuadée qu'elle va pouvoir y trouver l'inspiration, et surtout il y a un lien avec son père ou son grand-père. Mais en tout cas le film Netflix était super mignon, et du coup ça faisait complètement écho à ma lecture, donc j'étais clairement dans l'ambiance. Je vous mets l'affiche quelque part ici pour que vous puissiez retrouver ce film Netflix si vous l'avez pas déjà vu. C'est pas nouveau, je vous rassure, vous l'avez sûrement déjà vu passer si vous êtes amatrice ou amateur de romance de Noël sur Netflix comme moi. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est mon livre audio Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Du coup j'ai réussi à mettre mon marque-page, je suis page 307. Donc moi j'ai la version ici iconoclaste, je crois pas qu'elle est dédicacée, non. Je l'avais acheté, je sais plus à quelle occasion, mais c'était une fois qu'il avait eu le prix Goncourt. Et vraiment je me régale, j'adore Mimo, ce personnage pas me hante, mais ouais, il me touche profondément. Donc voilà, je continue ma lecture audio. C'est un peu long parce qu'il fait quand même 12 ou 13 heures en audio, et je l'écoute pas en vitesse trop rapide. Donc je prends mon temps, et j'adore. Voilà, donc si vous aimez aussi les histoires avec des références historiques, religieuses, italiennes, et plein de bons sentiments malgré tout, je vous recommande Veiller sur elle, avec une plume magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici, je vais faire rapidement le montage de mon carnet de bord avec cette dernière séquence avant de partir, comme ça vous l'aurez normalement demain vendredi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis ciao.